On l'a vu, non seulement pour être efficace en communication, il est important de se connaître soi et de connaître l'autre, mais aussi de pouvoir avoir préparé en se posant un certain nombre de questions pour préparer sa mise en scène. Là, je vais vous proposer un plan de questions à se poser avant l'interaction. Je sais que j'ai quelque chose d'important à faire, une présentation en public, une négociation, aller voir mon patron, recevoir un salarié. Cette chose est importante, je me soucie un peu, eh bien je vais vous proposer de passer par un certain nombre d'étapes qui vont vous permettre, j'espère, en une quinzaine de minutes dans votre bureau, avant l'interaction, d'être bien bordé, bien préparé, de façon en fait à ce moment-là pouvoir improviser avec des morceaux bien précis, l'improvisation étant en fait ce que vous mettez entre des mots très précis. Et vous allez le voir, comme on l'a déjà repéré ensemble, que la mise en scène, la mise en énergie est au moins aussi importante que les mots que vous choisirez. Pour autant, avant ça, il faut se poser un certain nombre de questions. Ça s'appelle le BIM, comme une poutre en anglais, sauf qu'on fait un jeu de mots, c'est Before Important Moment, avant le moment important. Je le fais depuis qu'on a inventé ce modèle avec Kathleen, à chaque fois que j'ai quelque chose d'important à faire, ou quand j'y pense, et c'est vraiment une manière de sortir du cerveau reptilien et de l'émotion pour arriver justement à mettre en place toutes les ressources dont on a besoin pour que le moment soit efficace et soit suivi d'effets. Alors en quoi est-ce que ça consiste? Eh bien, on va vous suggérer de vous poser d'abord 4 questions avant de passer à qu'est-ce que je fais. Et ces 4 questions, c'est mais qu'est-ce que je veux obtenir? Mon objectif. Alors il est de 2 ordres, bien entendu, à la fin de la conversation avec mon patron, je veux une augmentation, mais c'est pas ça. C'est je veux l'avoir persuadé que le travail que j'ai fait mérite que lui se décarcasse un petit peu pour aller obtenir une enveloppe financière, et on sait que c'est pas facile, de manière à ce que ma rémunération soit augmentée. Par exemple. Donc, qu'est-ce que je veux obtenir à la fin de cet entretien? Bien entendu, si par exemple nous allons en équipe recevoir des clients et qu'on est dans un intervalle de négociation bien loin de la signature du contrat, ce qu'on pourrait dire hâtivement, ce que je veux obtenir, c'est que il signe le contrat. C'est pas ça là. Dans cet entretien-là, qu'est-ce qu'on veut obtenir? On veut probablement renforcer de la confiance. On veut qu'il soit conscients de notre excellence et qu'ils aient aussi une sensation de nous qui fasse que, au bout du compte, s'ils ont 3 ou 4 propositions identiques, ils disent « c'est avec cela que j'ai envie de travailler ». Vous voyez, ça va aussi loin que ça, l'interrogation. Qu'est-ce que je veux obtenir à la fin du moment important? Puisque je vous demande de vous demander, en question subsidiaire tout de suite, c'est qu'est-ce qui pourrait bien polluer cette chose-là? Je vous donne un exemple, je vais voir mon patron pour demander, parce que je trouve légitime que mon salaire soit augmenté ou que ma prime soit conséquente. Et en fait, ça fait longtemps qu'il m'a pas dit qu'il aimait bien mon boulot. Et je vais aller aussi en quête de reconnaissance. Si j'en suis pas consciente, je risquerais bien d'accepter de ne pas avoir d'augmentation parce que j'ai reçu de la reconnaissance. Or, c'est pas ça que je cherche au démarrage. Donc, être moi-même consciente de ce qui pourrait polluer un entretien permet de l'adresser, de le traiter, soit à l'intérieur de moi, soit dans la conversation. Autre exemple, dans le cadre d'une négociation formelle, nous voulons que ce jour-là, on passe le point 7 prévu, tout le monde l'a bien travaillé, oui, mais il y a un certain nombre de griefs du passé qui n'ont pas été adressés. Ce qui pourrait polluer, je l'ai vu dans des négociations avec des Chinois que j'ai pu accompagner, par exemple, c'est soudain quelque chose qui sort comme un élément non attendu, c'est « mais dites donc, on signera pas tant que vous n'aurez pas réparé telle chose qui en apparence n'a aucune importance ». Donc être conscient à nouveau d'enjeux personnels, plutôt que de les nier en disant « ah, si on était bon ». On n'aurait pas à s'occuper de ça, est très important juste à ce moment-là. Encore une fois, pas pour le traiter, mais simplement pour éviter qu'il surgisse sans que ce soit prévu. Ça va en général assez vite. Maintenant, la deuxième question, c'est celle qui prend le plus de temps. C'est qui est là? Donc quoi d'abord, ensuite qui? On l'a vu, il est important de se connaître, d'être conscient de ses propres zones d'ombre, des choses qu'on n'a pas envie que l'autre perçoive, mais aussi de ce dont on est capable de se servir comme compétence. Et puis, on est aussi au courant de ce que l'autre a envie de voir arriver, de la manière dont il a envie de traiter, et d'être traité, okay. Et même si vous ne le connaissez pas,
Vous avez le droit de poser des hypothèses. Encore une fois, c'est pas bien grave si vous vous trompez, c'est plus efficace si vous réussissez, parce que ça sera pas bien différent de ce que vous faisiez avant quand vous ne saviez pas que c'était intéressant de poser des hypothèses sur les peurs et les besoins de l'autre. Alors, nommément, on va se poser ces questions à mon sujet, le sujet de l'équipe qui intervient ou de celui qui intervient, et on va poser les mêmes questions à propos du partenaire de communication, comme on dit, qu'on est prié de ne pas traiter comme un adversaire, parce que déjà vous voyez ce que ça met comme distance. Et les questions sont identiques. Quelle pourrait être leur peur principale? Reprenons l'exemple du patron à qui vous demandez une augmentation. Je pose des hypothèses. Peur principale, ouais, mais si je lui donne à lui une augmentation, je vais devoir la donner à tout le monde. Vous pourriez dire, c'est pas mon problème qu'il se débrouille. Eh ben si je l'aide à se débrouiller avec ça, peut-être qu'il sera plus à même d'accepter ma demande. Une autre demande, quelle pourrait être sa peur principale? Peur que il me donne ça et je lui donne autre chose. Peur de paraître pas sympa s'il refuse. Faut inventer. Vous imaginez ce dont il peut avoir peur. Mais moi, quelle peut être ma peur principale? Peur, si j'ai pas l'augmentation, de ne pas pouvoir payer mon crédit. Vous voyez, des choses qui viennent pas forcément à l'esprit au démarrage. On les note, hein, on n'en fait pas plus que ça, on les fait émerger au conscient en fait. Les besoins. L'autre, là, en face, il a besoin d'avoir son équipe bien en ordre. Je sais que inconsciemment, quand je pense à mon patron, je pense à quelqu'un qui aime, j'invente, hein, l'ordre, la discipline, les choses bien rangées. Alors moi, si j'arrive en hurluberlu en disant « t'inquiète pas, il me connaît déjà comme ça », c'est pas le moment, je vais lui faire peur. Donc son besoin, je vais préparer des arguments pour le nourrir. Okay, mais le mien de besoin, par exemple, j'ai un besoin fondamental, et c'est pas faux, c'est qu'on m'aime. Si lui, il n'est que ordre et procédure, je risque d'avoir des demandes inconscientes qui sont me dire moi, montre-moi que tu m'aimes, et qui vont aller à côté de l'objectif pour lequel on se rencontre. Ça arrive tout le temps, ça, hein, qu'on ait une conversation principale et des machins qui viennent polluer. Comme vous vous souvenez, le diagramme avec le monsieur qui pensait c'est du bon travail, mais qui le disait pas. La pollution fait que l'action derrière ne suit pas ce qu'on pourrait imaginer de logique. Rien n'est logique en communication. Quels sont les styles? Vous aurez quelques outils pour décrypter des préférences de communication, peut-être avec des couleurs. Et puis vous pouvez vous servir aussi des besoins selon Maslow. Il y a plein de manières et utiliser votre intuition. Mais en tout cas, posez-le. Qu'est-ce que je me dis de l'autre? Qu'est-ce que je me dis de lui? Et du coup, qu'est-ce que je vais en dériver comme mot et comme façon d'être? Vous imaginez bien que si vous avez quelqu'un que vous avez toujours vu assez rigide, vous écoutant avec attention, mais plutôt un langage non verbal, très très attentif, pas beaucoup de sourire, un tout petit peu d'acquiescement comme ça. Si vous faites des grands gestes et vous rentrez dans son espace, faut pas être grand chef en communication pour vous rendre compte qu'il y a une différence et que vous avez intérêt cette fois-là à vous dire je vais pas rentrer dans son espace, par exemple. Bien si c'est pour moi confortable et que lui je préférais que lui fasse des gestes. Okay, c'est un exemple. Hein. Voilà. Ensuite, la troisième question, elle est assez rapide, mais on oublie de se la poser. C'est mais qui décide au bout du compte? Alors sur l'exemple que je vous ai donné, c'est assez aisé. Qui décide de vous donner l'augmentation? C'est au moins lui qui décide d'aller la demander. Peut-être. Mais se poser la question à ce moment-là, c'est vous rendre compte à nouveau qu'il n'est pas seul décisionnaire. Et c'est le coup de baguette magique que l'enfant en nous attend, dit papa que tu m'aimes et donne-moi l'augmentation. C'est pas du tout pareil que je vais lui poser les arguments pour qu'il ait envie de sortir lui de sa zone de confort et d'aller me chercher de l'argent et me le donner à moi. C'est pas du tout la même chose. Okay? Donc posez la question de qui décide. Autre exemple, je fais une réunion pour des salariés pour leur annoncer un changement d'organisation. L'objectif est qu'ils comprennent leur place dans l'organisation, que ça crée le moins de peur et de dévers possible pour qu'ils se remettent le plus rapidement possible à fonctionner d'une manière qui est la plus harmonieuse possible, qui a été prévue par ceux qui ont fabriqué cette organisation. C'est pas optimal, mais c'est autre chose. Donc moi, je leur raconte cette organisation. D'abord, j'ai intérêt à être relativement persuadé que ce que je raconte, sinon ils l'entendent. Et par exemple, dans mes peurs, il pourrait y avoir peur qu'ils se rendent compte que j'adhère pas à la chose. Ben, je vous assure qu'il y a des stratégies, il y a des choses à faire avec ça. Hein. Moi, je préfère, je dis à mes clients, il est préférable de poser ce dont on a très peur, plutôt que d'avoir une petite voix qui dit « Oh là là, pourvu qu'ils s'en rendent pas compte », parce qu'ils s'en rendent compte. Okay. Donc, exemple, j'ai à annoncer une nouvelle organisation à des salariés. Eh bien, il
qui décide de se remettre au boulot et de pas passer 10 ans à râler, à retravailler, à pas travailler, etc. C'est pas moi, c'est eux. Et j'aurais beau leur dire, vous êtes pas bon si vous travaillez pas, ça c'est de la menace. Le mammifère va dire oui chef, mais les autres ils vont dire on fait ce qu'on veut. Donc on est dans une toute autre stratégie quand on passe ce genre de message, c'est un exemple, hein, que dans je viens te voir parce que je voudrais te persuader de toi de faire quelque chose. Okay. Donc c'est important, après s'être demandé qu'est-ce que je veux obtenir dans ce moment important, et puis qui est en présence, de se reposer cette question, qui est une question du cerveau, du néocortex, qui permet de faire ce qu'on appelle un constat de réalité en fait. Hein. Dernière question, pas du tout neutre non plus, aucune ne l'est, combien de temps on a pour le moment important, et combien de temps on a pour le préparer. Alors pour le moment important, imaginez l'exemple que je viens de vous donner, que on est à faire adhérer à une nouvelle organisation, puis moi je suis pas bien confortable, et ben il se pourrait bien qu'à l'intérieur de moi, il y ait une partie qui sabote, hein, qui dise ouais mais comme je suis pas confortable, je vais le faire rapidement là après le déjeuner, vite fait, pop pop, puis on repassera. Tu me parles, c'est pas efficace du tout. Il est bien préférable, après c'est de poser les questions qu'on vient de se poser, de dire c'est si important que je vais, alors en fonction du contexte, hein, délayer un peu l'annonce pour la mettre à un moment précis, et je vais devoir donc annuler autre chose. Mais ce constat de réalité sur le temps est extrêmement important, et particulièrement les choses qu'on n'aime pas faire, on a tendance, la plupart d'entre nous, hein, pour les éviter, à en faire des moments qui zappent, qui sont pas des moments importants, à ne pas leur donner le temps rituel nécessaire d'absorption de l'annonce, voire de dégonflage. Donc attention à ça. De plus, de combien de temps je dispose pour préparer ? Alors, certains d'entre nous avons envie de préparer en amont, d'autres le font à la dernière minute, on fonctionne sous stress, pas sous stress. Ça dépend de chacun d'entre nous. Mais par contre, si ma préparation dépend des autres, on le sait par cœur tout ça, hein, mais sur les moments importants, parfois, regardez, on peut avoir tendance à saboter un petit peu plus que d'autres fois, parce qu'on n'est pas à l'aise, parce qu'on attend un coup de baguette magique, y compris celui où ça va pas arriver. Non, ça marche pas. Donc préparez dans votre bureau, posez-vous la question, mais j'ai combien de temps en fait pour préparer ? Et puis si par hasard on me demande de sauter cet après-midi pour faire quelque chose, et que je n'ai qu'une demi-heure pour préparer, alors à ce moment-là, ce constat de réalité me permet de dire que je vais pas mettre tout ce que je sais, et que je vais pas pleurer, parce que si j'avais su, j'aurais les informations d'un tel ou d'un tel. Je vais pouvoir faire avec ce que j'ai. Et me concentrer sur ce qui est bien plus important, et dont je vais vous parler maintenant, qui est la mise en scène et le temps d'énergie. Alors, à ce moment-là, on va parler de la stratégie, du comment. Et en fait, vous avez tous déjà parlé en public, tous déjà préparé une interaction compliquée. L'erreur qu'une grande partie d'entre nous commettons, c'est de dire « Ah ouais, je vais faire » et hop, on commence à écrire. Alors, quand on est vraiment... On aime la solitude avec notre machine et qu'on n'aime pas beaucoup l'interaction, ça arrive, hein, on va commencer à même écrire des phrases entières. Et vous savez très bien que quelqu'un qui vous dit une phrase entière, il est pas, on a la sensation, nous, en tant que récepteur, qu'il n'est pas en interaction. Donc, commencez plutôt par vous demander, mais qu'est-ce que je veux obtenir ? Les mots arriveront en éléments stratégiques. Comme on l'a vu avec Mehrabian, ils ne contribuent pas au plus haut degré à la compréhension du côté positif d'une interaction. Je vais tout de même choisir les mots précis. Je connais mon interlocuteur, je sais par exemple son niveau de technicité. Si je lui parle niveau lycée, sur un problème très technique, alors que lui et moi sommes des techniciens et qu'il attend de moi que nous parlions technique, je suis à côté, ça marche pas. Mais le contraire est vrai aussi. Si je lui parle trop technique et que lui n'est pas, c'est un acheteur par exemple, qui est comme métier d'acheter, il connaît un peu la technique et qu'il est débordé par toute la technique que je lui apporte, il est bien possible qu'il ferme les écoutilles, qu'il n'écoute plus. Donc je dois faire attention au niveau de vocabulaire qui va correspondre précisément à ce moment-là. Je choisis à bon escient cet exemple de mots trop techniques ou pas trop techniques, parce que il se pourrait bien que dans mes enjeux non dits, j'ai envie de montrer que je sais. Et donc c'est ce qui arrive assez fréquemment quand les gens nous assassinent avec beaucoup trop de détails. C'est pas qu'ils sont en interaction, ou nous, quand nous assassinons les autres avec trop de détails, okay, c'est parce qu'ils ont envie de démontrer qu'ils sont compétents. Alors il est intéressant de se rassurer sur le fait qu'on sait qu'on est compétent, mais que cette compétence doit s'appliquer à bon escient, au bon endroit. Donc du coup, j'espère que je ne vous donne pas trop de détails là, parce que j'ai envie d'être compétente aussi. Hein. Donc je vais choisir le niveau de vocabulaire,
Et c'est tout, je fais toujours pas mes phrases, toujours pas mon articulation. Et puis tout de suite, je vais me mettre, rappelez-vous, je suis toujours dans mon bureau en train de préparer l'interaction à deux ou en groupe, je vais me mettre en état mental de me dire mais où ça va se passer ce moment important? Est-ce que ça va être au coin d'une table? Est-ce que ça va être en face à face? La personne entre dans mon bureau et moi j'ai besoin du statut, je vais demeurer à mon bureau. Qu'importe l'endroit, il n'y a pas de bonnes règles et de mauvaises règles. Par contre, l'important c'est que ce soit stratégique, que ce soit important dans votre esprit. Lorsque nous intervenons en public, nous professionnels, nous allons visiter l'endroit où nous intervenons, sentir, peut-être même essayer la voix pour voir comment elle résonne, en sachant qu'elle ne résonne pas de la même manière lorsque la salle est vide que lorsqu'elle est pleine. Comment je me sens? Est-ce que je vais placer des gens que j'apprécie au premier rang et m'adresser à eux comme étant des alliés? Ou est-ce que je préfère avoir la salle neutre et noire? Il est bien préférable, surtout pour ceux d'entre nous qui n'avons pas l'habitude, on a le cœur qui bat quand on va parler en public, de l'avoir préparé en amont. Donc là, vous êtes toujours assis dans votre bureau, vous vous imaginez, fermez les yeux, ça sera comment l'énergie de cette chose-là? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il y ait comme échange? Et du coup, si je suis pas bien sûr, j'y vais avant, si c'est possible, bien sûr. Mais c'est rarement pas possible. Allez vous asseoir, c'est dans votre bureau, essayez. Comment on sera quand il sera en face de moi, ou bien si on est à l'angle de la table. Ok? L'intonation aussi, bien entendu. Si je sais que j'ai tendance à parler de manière véhémente, je vais me faire une note mentale parce que j'aurai compris que l'autre en face qui a besoin d'harmonie, qui a envie que l'échange soit fluide, peut-être, sans que j'en ai envie, être offensé par mon ton trop véhément. Ouais. Donc je vais aussi tester mon intonation. Et ça, il vaut mieux le faire sur place que dans l'intention juste écrite. Okay. Et puis ensuite, vous voyez, j'ai toujours pas préparé le contenu, et ça va beaucoup plus vite que le temps que je mets à vous l'expliquer. Je vais préparer mon introduction, parce que l'introduction bien précisément préparée, en fait, permet d'établir du lien, et ensuite l'échange est beaucoup plus fluide sur un plan donné, bien entendu, et avec cette intention claire qu'on prépare depuis le début. Donc mon introduction, je vous recommande de la préparer, soit en allant directement nourrir le besoin principal de la personne que vous recevez parce que vous le connaissez. Par exemple, en parlant tout de suite de relations, tiens, c'est agréable d'être enfin ensemble tous les deux, parce qu'on se voit assez rarement. Mais si vous dites ça à quelqu'un qui est là pour savoir à quelle sauce il va être mangé, vous pouvez toujours avoir cette interaction, peut-être qu'elle vous nourrit vous, mais lui, il va rester en suspens jusqu'à ce que vous lui disiez vraiment pourquoi vous êtes là. Ou, si vous avez une assistance dont vous ignorez quels sont leurs besoins principaux, alors je vous recommande d'utiliser la structure suivante, de d'abord dire pourquoi, ce qui fait qu'on est là, ce qu'on va obtenir, donc le quoi. Pourquoi on est là, c'est-à-dire dans quel cadre plus général ça s'inscrit ce pourquoi on est là, qui est concerné, et comment on va s'y prendre. Dans cet ordre-là, pour des raisons psychologiques un peu compliquées, vous allez voir que ça va nourrir par ordre de préséance du mammifère. Le mammifère, il a besoin de savoir quoi tout de suite, comment, on verra plus tard. Ça va nourrir par ordre de préséance le cerveau principal de chacun de ceux qui est là. Et donc, du coup, ils vont être moins en défiance et ils vont s'ouvrir pour écouter le reste de ce que vous avez à dire. Et seulement ensuite, je vais m'occuper de comment je projette. Est-ce que je me lève? Est-ce que je vais voir quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à une personne en particulier? Comment je crée de l'interaction? Et je vous en prie, surtout sur des temps importants, préparez. Plus on répète, et plus on peut réajuster. Il n'y a rien de pire, vous le savez très bien pour l'avoir vécu, que mince, je ne sais pas comment ça se branche, et restez là. Il n'est pas attendu de vous que vous soyez un présentateur professionnel de télévision, mais pour autant, dans le cerveau de celui qui vous écoute, la comparaison se fait qu'il le veuille ou non. Et si nous, on est en train de se dire « Oh, je suis pas bon », eh bien, on se pollue et on a moins de compétences à mettre au service de l'interaction elle-même. Enfin, quelque chose d'assez compliqué auquel on ne pense pas. Donc, rappelez-vous, vous êtes toujours dans votre bureau, en train de préparer cet élément, et vous vous posez la question à la fin, mais comment je vais savoir si ce que j'ai fait fonctionnait? Donc il vaut mieux le prévoir à l'avance, parce que quand on a fait quelque chose d'aussi difficile que ce dont on parle là, on a le cœur qui bat, la dernière chose qu'on veut, c'est encore, en plus, s'interroger sur est-ce que j'ai bien fait et comment je ferai pour la prochaine fois. Alors, moi je vous donne l'astuce que je fais, c'est que je prévois à l'avance, là je vais sortir de mon moment important, eh bien j'aurais prévu à 12h15 de me poser les questions, mais tiens, qu'est-ce que j'ai bien fait, et la prochaine fois, qu'est-ce que je ferai différemment? Il vaut mieux le prévoir à l'avance, ça c'est pour créer des boucles d'apprentissage positives.
Bonne communication.